Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maroc d'ombre et de mystère. Avant de commencer, je veux vous prévenir que l'épisode d'aujourd'hui aborde des sujets très sensibles. On va parler de violences faites à des enfants. Si vous avez une âme sensible, prenez soin de vous. Mettez l'épisode sur pause si vous en avez besoin. Revenez-y quand vous vous sentez prêt ou ne l'écoutez tout simplement pas. Aujourd'hui, je vous emmène à Taroudant, une ville du sud du Maroc dans la vallée du Souss. À peine à 80 km à l'est d'Agadir, nichée entre le Grand Atlas au nord et l'Anti-Atlas au sud. C'est une ville ancienne, paisible. Ses habitants, les Roudani, ont la réputation d'être des gens doux, pacifiques qui n'offusquent personne. Et Taroudant elle-même semble porter cette sérénité dans son nom. Selon la légende, une mère, voyant son fils disparaître dans les crues de l'Oued Souss, aurait un jour crié en amazigh « Taroudan, Taroudan !» L'enfant a été emporté. Et depuis, la ville porte ce cri. Mais depuis aussi, dit-on, elle est retournée à sa sérénité. Jusqu'à ce mois d'août 2004. Juste avant l'aube, le 20 août 2004, alors que la ville s'éveille lentement, une découverte va briser la quiétude de ses habitants. Sur un terrain dans la vallée de Taroudant, dans le secteur de Bab el Khmis, des passants tombent nez à nez avec une vision digne des pires cauchemars. Deux découvertes en fait, à 500 mètres de distance l'une de l'autre, déposées là, en évidence, deux tas devant les locaux d'un mécanicien et d'une auto-école. Des tas de restes humains. À l'état squelettique pour certains, en décomposition avancée pour d'autres. Une couche de terre recouvre encore les ossements. Ils semblent avoir été déterrés. Quelqu'un les a déterrés et abandonnés là, dans la nuit du jeudi au vendredi. 9 squelettes épars, certains petits, d'autres un peu plus grands. 9 enfants et seulement 8 crânes. Près des corps, les enquêteurs trouvent un morceau de papier, quelques mots griffonnés en arabe. Adidas, 55, Hadi. Adidas, comme la marque de vêtements de sport, le chiffre 55 et Hadi. Un message? Est-ce que c'est un défi? Mais pour qui? Et qui est derrière ces atrocités? Pourquoi ces enfants? On ne le sait pas encore. Mais ce mot ou ce nom, Hadi, va tout changer. Aujourd'hui, on plonge dans l'affaire Abdelali Hadi, surnommé le boucher de Taroudant. Je m'appelle Rimbourg-Simi et je vous invite à découvrir une histoire où le silence, encore une fois, a permis l'impensable. Une histoire qui dérange, parce qu'elle met en lumière non seulement la monstruosité d'un homme, mais aussi l'abandon des plus vulnérables et la complicité passive de toute une société. La police judiciaire de Taroudant arrive sur les lieux. En blouse blanche, ils passent des heures autour des cadavres squelettiques à collecter, échantillonner, fouiller, tenter de comprendre cette scène d'horreur. Très vite, on comprend justement qu'il s'agit de jeunes garçons, prépubères à pubères. Puis, on essaie de comprendre s'ils ont affaire à une vraie scène de meurtre ou juste des cadavres exhumés et exposés à la vue de tous comme une sordide blague. Et les hypothèses se multiplient. 1000 peut-être hantent les esprits des enquêteurs. Peut-être des organes revendus, peut-être des enfants qui ont tenté de fuir vers l'Europe, cachés dans des camions en direction du sud. Et puis, il y a cette croyance ancrée dans la région du Souss depuis des générations, celle des enfants Zohré, des enfants aux caractéristiques particulières, des yeux clairs et différents l'un de l'autre, une ligne continue traversant la paume de la main, des enfants que certains charlatans recherchent activement, convaincus que leur sang permet d'exhumer des trésors anciens, des kunûz, cachés depuis des lustres et gardés par des jnouns, des djinns. Un sacrifice contre une fortune. Une légende qui, dans certains esprits, n'en est pas tout à fait une. Et puis une hypothèse plus terrible encore, celle d'un prédateur, un pédophile qui choisirait ses proies parmi les plus vulnérables.
Et c'est justement cette dernière qui fait le plus froid dans le dos, parce que le mal ne serait pas occulte, il serait réel et il vivrait parmi la population. En une demi-journée, la nouvelle dépasse Taroudant et se retrouve à la une des téléjournaux de midi de chaînes de télévision nationales. Désormais, tout le territoire marocain en parle. Du côté de la police, malgré l'assaut des journalistes arrivés sur la scène de crime, c'est la mobilisation totale, sous la direction du commissaire Hassan Jauhari. Désormais, la police collabore étroitement avec la gendarmerie et les autres corps sécuritaires. Qui étaient ces jeunes garçons? Les investigations s'intensifient donc et la police décide de réexaminer les dossiers se rapportant non seulement aux attentats à la pudeur sur mineurs, mais également enlèvements et meurtres. Et c'est là que la tâche devient vertigineuse pour les enquêteurs. Parce qu'en rouvrant leur dossier, ils réalisent quelque chose d'accablant. Les enfants qui disparaissent à Taroudant, c'est pas nouveau. C'est un problème qui remonte au début des années 80. Des signalements, des plaintes, des familles qui attendent et des dossiers qu'on finit par ranger dans un tiroir. Pour en citer quelques-uns qui ont été documentés. Brahim Aït Amrar avait 6 ans en 1983 quand il a disparu en jouant avec son cousin. Son père a porté plainte. Il n'a jamais revu son fils. Nourdine Taji avait 12 ans. Portefaix à la garde routière pendant les vacances d'été. Un jour d'août 2000, il a disparu en laissant sa charrette sur place. Youssef Ounil, 13 ans, porté disparu en 2002. Yassine Ben Amr, disparu en février 2004. Sa famille court après de fausses pistes, des appels anonymes, des impasses. Et quelques jours plus tard, c'est Saïd Idrissi qui s'évanouit dans la nature, 12 ans, portefaix lui aussi à la gare routière. Quand sa mère alerte la police, on lui répond que son fils a probablement voulu immigrer clandestinement. Des dizaines d'enfants disparus. Très peu documentés, aucun dossier résolu. Et pour la plupart, des signalements à peine pris au sérieux, classés, oubliés. Il fallait absolument faire parler ces ossements et il fallait un spécialiste. Et en 2004, au Maroc, il n'y en a qu'un seul. Le professeur Saïd Louahlia, médecin légiste formé en France et aux États-Unis, au FBI, fondateur du service médico-légal au CHU Ibn Rushd de Casablanca. C'est lui, et lui seul, qui peut tirer des conclusions de ces squelettes. D'ailleurs, on l'appelait l'homme qui pouvait faire parler les cadavres. Ce dimanche 22 août, 3 jours après la découverte, les ossements quittent Taroudant direction Casa pour atterrir sur sa table d'autopsie. Les 23 et 24 août 2004, les autopsies viennent confirmer les pires craintes. Ces enfants avaient entre 11 et 16 ans. Certains portent des marques de torture. Une victime était ligotée. Une autre avait la mâchoire fracturée et les doigts de la main droite amputés. Ils sont morts entre 6 mois et 3 ans avant leur découverte. Le professeur affirme également et catégoriquement que les corps ont été exhumés et déplacés après avoir été enterrés. Le professeur Louahlia, profiler de formation au FBI, affirme dans une interview qu'il a expliqué au parquet général après la cour d'appel d'Agadir qu'il est possible de conclure qu'il s'agit d'un tueur en série. Comment est-il arrivé à cette conclusion? Eh bien, si l'on se réfère à la définition d'un tueur en série, on découvre toujours 4 critères. Un tueur en série tue plus de 3 victimes. Il tue des personnes qui n'ont pas de lien entre elles, mais qui s'inscrivent dans un groupe qui a des caractéristiques en commun. Il commet ses crimes selon un même modus operandi et durant des périodes différentes. Des critères qui semblent s'appliquer parfaitement au crime de Taroudant. Il faut le prouver maintenant. Le professeur explique également que ces analyses ne peuvent répondre à certaines interrogations comme le lieu du meurtre, les conditions d'enlèvement ou même la cause des décès. Entre-temps, sur le terrain, les enquêteurs ratissent large et ne négligent aucune piste. La gendarmerie royale de la ville d'Agadir vient en renfort pour enquêter dans les villages et les montagnes autour de Taroudant, interrogeant les hôtels à la recherche de touristes suspects, frappe aux portes des maisons d'hôtes, interroge les repris de justice impliqués et jugés pour des affaires de pédophilie, contrôlant autant les personnes que les lieux susceptibles d'avoir été les scènes de meurtre. Rien. Au 1er septembre 2004, toujours rien. Les enquêteurs sont cependant de plus en plus convaincus qu'ils ont affaire à un serial killer.
mais se demandent encore s'il n'y a que 9 victimes, ou doit-on s'attendre à d'autres découvertes? Et beaucoup d'autres questions restent sans réponse. Pourquoi a-t-il tenu à se débarrasser des ossements en les jetant sur la voie publique? Pourquoi a-t-il choisi ce 20 août, qui est un jour férié, puisqu'il coïncide avec l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple? Cherche-t-il qu'on parle de lui médiatiquement et ajoute-t-il un autre plaisir à celui de tuer des enfants? Des questions auxquelles personne ne peut répondre, sauf le meurtrier. Et le bout de papier d'ailleurs, le bout de papier qui porte l'expression écrite en arabe Adidas 55 Hadi. Adidas 55 Hadi, qui a été retrouvé enfoui entre les ossements. Qu'est-ce que ça veut dire et où est ce bout de papier? Alors le bout de papier a été mis, au début de l'enquête, entre les mains des policiers scientifiques du laboratoire de la police de Casablanca. Mais son analyse n'a abouti à aucun résultat. Pas d'empreintes, de traces ou d'ADN exploitables. Et le texte? Encore une fois, Adidas, c'est une marque de vêtements de sport. 55, eh ben, un nombre. Et Hadi, on ne sait pas. Hadi comme dans celle-là, Hadi, en Darija, ou bien Hadi comme le prénom El-Hadi. Les enquêteurs, faute de mieux, décident d'explorer cette dernière piste et retrouvent dans leur système 5 personnes portant ce nom comme prénom ou nom de famille. Sur les 5, aucune ne semble avoir de relation directe avec les ossements. Mais l'un d'eux, Neji Hadi, ayant donc Hadi comme nom de famille, vend des tickets à la gare routière de Taloudant. Convaincus de son innocence, ils sont tout de même intéressés par son frère, qui est Edgar Gauthier, de nuit à la même gare. Ils décident de l'interroger également, histoire d'en finir avec cette histoire de Hadi. Ça fait quand même 15 jours que les victimes ont été découvertes et que l'on cherche toujours le meurtrier. Le 7 septembre 2004, Najib conduit les enquêteurs dans le quartier Jnan Soussiya, chez son frère Abdel Ali, pour l'interroger. Il y passe la journée, les informe Najib. De coutume, il n'ira à la gare routière que vers 16h30 ou 17h. Certainement, on va le retrouver à l'intérieur, les rassure-t-il, convaincu que son frère sera brièvement interrogé comme lui, puis relâché. Il les conduit vers un terrain enclavé entre de hautes bâtisses non crépies, aux briques encore nues. Ils y entrent par une porte qui est aménagée. Ce rectangle de terrain appartient à leur cousin. Contre l'un des 4 murs, un logis de fortune, en toile de jute et de plastique, a été construit. Il l'appelle, et Abla Ali sort à leur rencontre et constate son frère avec le policier. La scène suivante a été rapportée par le journaliste Abdelrafia El-Oumliki. Abdel Ali sort du logis et se tient debout, rejette sa tête en arrière et garde ses yeux fixés au ciel. Tout d'un coup, il s'adresse aux personnes qui accompagnent son frère Najib. « Soyez les bienvenus. J'attendais que vous veniez chez moi, » leur dit Abdel Ali qui semble décontracté. « Pourquoi dis-tu ça ?» lui demande l'un des policiers. « Parce que je souffre jour et nuit. Je ne dors plus. Je veux dormir et me soulager, » ajoute-t-il sur un ton sérieux et calme. « Es-tu le meurtrier des enfants ?» Oui, répond-il calmement et sans manifester le moindre remords. Il tourne le dos aux enquêteurs, met ses mains derrière et leur demande de le menotter. Décontenancé par son attitude si calme, les policiers le menottent et l'embarquent. L'un des enquêteurs dira plus tard qu'il n'aurait jamais pensé être devant un tueur d'enfants, tellement Abdel Ali était calme, tranquille et paisible devant eux. Et comme une traînée de poudre, l'information de l'arrestation du serial killer de Taroudant se répand dans toute la ville, puis tout le pays. Alors, à qui a-t-on affaire? Qui est l'homme capable d'une telle horreur? Abdel Ali Hadi Ben Brahim Ben Mbarak, de son nom complet. Né en 1962 à Taroudant, il grandit dans la pauvreté. Sa mère meurt quand il est enfant et son père se remarie. Mais la belle-mère rejette les enfants de son mari et c'est sa grand-mère qui les élève, lui et ses frères et sœurs. À 11 ans, il abandonne l'école et passe son temps à errer dans les rues, à vagabonder, à aller de petit boulot en petit boulot. À 14 ans, son destin bascule. Il est victime d'un viol collectif. Ce traumatisme se transforme en rage silencieuse. Les psychologues criminels le savent.
les victimes de violences sexuelles non prises en charge peuvent, dans des cas extrêmes, basculer vers la violence pour extérioriser une douleur qu'elles ne savent pas nommer. C'est ce qui semble être arrivé avec notre criminel. Quelques années plus tard, Abdelali quitte Taroudant. Il travaille comme gardien de nuit à Agadir et là, l'histoire devient floue. On perd sa trace. Ce qu'il vit durant cette période, ce qu'il traverse, on ne le saura jamais vraiment. Les dossiers ne disent rien. Ce que l'on sait, c'est qu'aux alentours de l'an 2000, il est de retour à Taroudant et quelque chose a changé. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'homme qui revient n'est plus le même. C'est un prédateur qui est revenu. Et ses victimes, des enfants des rues, vulnérables, faciles à manipuler, comme il l'était lui aussi. Dans ses aveux, il dira qu'il a fait ce qu'il a fait pour leur épargner une vie de souffrance comme la sienne. Une justification glaçante et un raisonnement complètement déformé. Retournons à cet après-midi du mardi 7 septembre 2004 au commissariat de police. Abd Ali attend qu'on l'interroge. Il est toujours calme, semble serein. Et quand il raconte, sans aucun signe de remords encore une fois, ce calme devient glaçant. Je me souviens d'avoir violé et tué Saïd el-Idrissi, Lahsen Amamir, Issam Boujahed, Yassine Ben Amr et Youssef Yaminta, avoue-t-il. Il se souvient de chacun des 5 enfants, de leur comportement, de leur sourire, de ses paroles et de leurs origines. Son histoire est détaillée à l'extrême. Il livre tout aux enquêteurs, leur raconte tous les détails sans qu'ils le lui demandent. Et Hadi a un mode opératoire bien rodé. En tant qu'aide gargotier à la gare routière de Taroudant, il sert des sandwichs et des tagines familiaux aux clients, mais met toujours un peu de nourriture de côté pour les enfants qui traînent autour. Il est toujours généreux avec eux, ces enfants. Un petit sandwich, une poignée de frites. Des enfants des rues, livrés à eux-mêmes, cette générosité était toujours la bienvenue. Issus de familles pauvres ou dysfonctionnelles, ces enfants n'avaient rien. Beaucoup travaillaient à la gare routière pour survivre. Certains n'avaient pas de toit. Des enfants invisibles et des proies parfaites. Avec ces petits gestes qui ne coûtent rien, Hadi construit quelque chose. Une confiance. Il observe, il repère, il choisit. Et quand il a gagné la confiance d'un enfant, il l'invite. Pas de menace, pas d'armes, juste une invitation, l'air de rien. Ce qui se passe ensuite, dans cet enclos entouré d'un mur de clôture, derrière une porte verrouillée, je ne vais pas vous l'épargner complètement, parce que ça fait partie de comprendre qui est cet homme. Mais je vais rester dans l'essentiel. Hadi abuse de ses victimes. Il les tue, mais sans armes. Il ne supporte pas la vue du sang. Il préfère les étouffer pendant son acte. Une contradiction terrible chez un homme capable d'une telle violence. Après, il enterre les corps sur le terrain de son cousin et il recommence. Pourquoi a-t-il finalement déterré les corps ce 20 août 2004 pour les abandonner sur la voie publique? La réponse est simple. Son cousin avait décidé de construire sur ce terrain. Hadi a paniqué. Mais alors pourquoi les avoir jetés en évidence dans des lieux fréquentés plutôt que de les enterrer ailleurs? Voulait-il s'en débarrasser? Les exhiber? On ne le saura jamais. Il n'a pas voulu répondre. On lui demande le nom et les prénoms des 4 autres enfants violés et tués. Je ne me souviens pas de leur nom et leurs prénoms, mais il y en a un qui est originaire de la région de Mzouda, non loin de la ville de Marrakech. Un deuxième qui est originaire d'un douar situé sur la montagne, un peu plus loin de Taroudant. Et un troisième enfant, un orphelin qui est pris en charge par sa grand-mère, une mendiante à Guelmim, affirme-t-il aux enquêteurs. Il raconte ces faits comme s'il parle de mouches, de peccadilles et non d'enfants. Toujours calme, tranquille, il ne manifeste jamais le moindre remords. Y a-t-il eu d'autres enfants, lui demande-t-on. Non, non. Ah, si, je me souviens de cet enfant qui est arrivé à s'enfuir. Il s'appelait Tayyib. Tayyib,
Cet enfant qui s'est miraculeusement échappé et qui est même allé tout raconter à son voisin Hassan. Il lui a expliqué avoir réussi à s'échapper quand Abdelali a essayé de le bâillonner. Malheureusement, Hassan le voisin n'a pas jugé utile de prévenir la police. Et Hassan n'était pas le seul à savoir. Il y avait aussi Ahmed, un épicier dont le commerce se trouvait dans la même rue que Hadi. Ahmed avait remarqué, lui. Il y avait des enfants qui entraient et qui ne ressortaient jamais. Il n'a pourtant rien dit. Alors, un survivant qu'on n'écoute pas, des voisins qui regardent ailleurs. Si l'un d'eux avait parlé, juste un appel, juste un signalement, combien de vies auraient pu être sauvées? Le jeudi 16 septembre 2004, Abdelali Hadi est dans le bureau du juge d'instruction près la cour d'appel d'Agadir. Calmement, toujours, il avoue ses crimes, ne cache rien, raconte tout en détail. Stupéfait, le juge d'instruction lui demande s'il regrette d'avoir commis ces crimes monstrueux. Abdelali lui répond clairement: cela ne concerne que moi et Dieu. 3 mois plus tard, l'affaire est entre les mains des juges de la chambre criminelle. Le jeudi 2 décembre, la cour présidée par maître Mohamed Ayroud entame l'interrogatoire d'Abdelali Hadi. Toujours calme, il fixe le président de la cour. Il ne tourne pas ses yeux vers l'assistance. Et il avoue ses crimes, encore. Comment te sens-tu quand tu tues tes victimes? Vraiment, je me sens heureux quand je muselle l'enfant et j'abuse de lui. Je sens une exaltation extrême quand il rend l'âme devant mes yeux. Le meurtre des enfants te rend heureux? Mais comment? Je ne sais pas, monsieur le président, mais je sens quelque chose de bizarre. Et je ne le regrette qu'après avoir enterré l'enfant, parce que je sais qu'il va rejoindre les autres enfants pour se tenir tous debout devant moi quand je plongerai dans un sommeil profond. Gardes-tu une rancune contre les enfants? Oh non, monsieur le président. Alors pourquoi les tuer? D'abord, je choisissais les enfants violents qui passent la majorité de leur temps à la gare routière de Taloudant et ceux qui sont homosexuels. J'étais toujours généreux avec l'enfant ciblé, mais quand il est chez moi, en ma compagnie, j'arrivais pas à me contrôler. Je le bâillonne, lui ligote les mains, et puis j'abuse de lui, et enfin je le tue quand j'ai mon orgasme. Qu'est-ce que tu ressens quand tu les enterres? Rien, mais quand je dors la nuit, je rêve d'eux. Et tu abuses pourtant toujours des enfants? Oui, j'abuse toujours d'eux et je donne 20 dirhams à chaque enfant. Tu les tues et tu leur remets des billets de 20 dirhams. Je leur promettais de leur donner 20 dirhams. Mais, enfin, je les tue, mais je leur donne leurs 20 dirhams. Tu n'as jamais pensé te livrer à la police? Oui. Quand? Il m'est arrivé de le faire une seule fois, mais je ne sais pas pour quelle raison j'ai renoncé à me présenter à la police et pour leur dire que je suis le tueur. Mais j'ignore pour quelle raison j'ai changé d'avis. J'ai renoncé à me présenter à la police. Tu n'avais pas le courage de te livrer à la police? Il n'était pas question de courage, monsieur le président. J'étais plus courageux, mais je ne savais pas pourquoi j'hésitais. C'est pourquoi j'ai écrit mon nom de famille, Hadi, sur un papier d'un agenda et je l'ai mis parmi les ossements. C'était pour aider les policiers à m'identifier. Sur ce bout de papier, tu as aussi écrit Adidas. Quel message as-tu voulu transmettre aux enquêteurs? C'est quoi Adidas? Ah non, j'ai pas de message à transmettre à la police. Adidas, c'est juste le nom d'une marque d'espadrilles que j'ai copié d'une jaquette. Très bien. Et le chiffre 55? Dans 55, Khamsa Khamsin, il y a 2 5. Je voulais juste dire à la police que Hadi mérite qu'on lui mette les menottes. Petite note, en dialecte marocain, on dit Nora Khamsa pour dire menottes. On lui demande encore: est-ce que tu menaçais ces enfants avec un couteau? Ah non, monsieur le président, parce que je n'aime pas voir le sang. Mais une image hante toujours mon esprit. C'est celle de Saïd el-Idrissi. Je me souviens de lui comme si c'était hier. Quand je l'ai muselé avec du scotch et j'ai empoigné son visage, ses oreilles et son nez ont été blessés. J'ai vu du sang qui coulait de ses oreilles. C'était difficile pour moi parce que je déteste voir le sang. Si nous décidons de te relâcher, reprendras-tu tes actes criminels? Non, monsieur le président, je ne le referai plus, parce que je regrette aujourd'hui tout ce que j'ai fait aux enfants. C'était comme si j'ai oublié Dieu. Je me suis rappelé de lui qu'au moment où la police m'a menacé. Ni le président, ni l'audience ne pouvaient en croire leurs oreilles.
plus de 4 heures d'interrogatoire, 2 heures de réquisitoire, et que de détails sordides. Et vers 23 heures, la cour revient dans la salle pour rendre son verdict, la peine de mort. Taroudant a retrouvé sa sérénité, comme elle le fait toujours. Mais derrière ces murs anciens, il y a des noms qu'on ne doit pas oublier. Brahim, Nourdin, Youssef, Yassine, Saïd et les autres, ceux dont on ne connaît même pas le prénom. Ce qui s'est passé ici n'est pas uniquement l'histoire d'un monstre, un autre. C'est l'histoire d'une société qui a regardé ailleurs, des signalements classés sans suite, des mères qui n'ont pas été écoutées. Abdelali Hadi est mort en prison en 2022. Mais la vraie question, celle qu'on devrait continuer à se poser, c'est combien d'enfants sont encore invisibles aujourd'hui? Combien de signalements dorment encore dans un tiroir? Je ne sais pas comment vous finiriez cet épisode, mais j'ai vraiment du mal. Parce qu'on peut raconter les faits, nommer les coupables, expliquer les mécanismes, mais il reste toujours quelque chose qui résiste. Et les explications d'un tueur ne sont jamais complètement satisfaisantes. Prenez soin des enfants autour de vous, prenez soin des invisibles, et si vous voyez quelque chose, dites-le. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les mystères les plus sombres du Maroc. Prenez soin de vous. Maroc d'ombre et de mystère est une production de Red Donkey Creative. Cet épisode est préparé et réalisé par Rem Boursemi. Nous sommes sur Instagram si vous voulez nous parler. À très vite pour un nouvel épisode.